Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, écoutez, c'est un plaisir pour moi d'être parmi vous aujourd'hui. Merci de l'honneur que vous me faites en me demandant d'ouvrir ce colloque. Un colloque important puisque sur un sujet pour moi primordial que sont les fratries en protection de l'enfance. Alors vous l'avez très justement dit dans l'introduction, j'ai l'honneur de présider la délégation aux droits des enfants, délégation créée il y a maintenant 1 an et demi à l'Assemblée nationale. Après, effectivement, près de 20 ans, j'ai retrouvé des messages de collègues députés et sénateurs qui dataient de 20 ans, qui demandaient déjà la création de cette délégation parce que, contrairement au Sénat, on pense que les enfants, ça ne dépend pas de la délégation aux droits des femmes, qui est déjà un signe, puisque au Sénat, c'est bien ce qu'ils nous disent. Donc voilà, nous avons cette délégation aux droits des enfants, une délégation qui se met doucement en place. L'avantage d'être en délégation, c'est que nous bénéficions de moyens à l'Assemblée nationale, et ça, c'est toujours très intéressant d'avoir des fonctionnaires qui puissent travailler avec nous sur ce sujet très important qu'est l'enfant. Alors, nous avons 2 missions, comme toute commission de délégation à l'Assemblée nationale, bien entendu légiférer, mais aussi faire le contrôle de l'action du gouvernement et de l'action des politiques publiques. Alors, nous faisons des rapports, bien entendu, comme souvent. Nous en avons fait sur la protection de l'enfance en Outre-mer, qui est un vrai sujet, mais également sur enfance et numérique, enfants, éducation et handicap, et également sur, quand les textes passent, nous pouvons regarder sur les violences intrafamiliales comme nous l'avons fait, ou sur le numérique. Donc ça nous permet voilà, de pouvoir, dans chaque texte qui passe, essayer de réfléchir s'il n'y a pas un petit peu d'enfance à mettre dedans, parce que souvent, on l'a, même dans Bien vieillir, on a pu mettre un petit peu d'enfance, comme quoi dans tous les textes, il faut pouvoir faire bouger les lignes pour les enfants. Nous avons également mis en place un groupe de travail sur le retour des enfants de zones syriennes, tous ces petits Français qui sont dans les camps, qui est très important de faire revenir. C'est souvent des fratries en plus, donc on a besoin voilà, de les gérer un peu différemment. Et si tous nos enfants français avaient le même accompagnement que ces enfants de retour de Syrie, eh bien, je pense que les enfants de l'ASE iraient beaucoup mieux. Et puis, bien entendu, nous faisons des auditions. Nous auditionnons bien entendu les ministres, mais pas que. Nous auditionnons également tout le secteur en fonction d'un sujet. En ce moment, nous sommes sur un sujet qui, je pense, vous concerne tous, qui est la protection de l'enfance au sens large, de la prévention à l'aide sociale à l'enfance, bien entendu, et après aux jeunes majeurs. Donc nous sommes dans un cycle d'audition depuis le mois d'octobre. Et nous allons continuer jusqu'au mois de mai pour voir s'il y a encore besoin de faire évoluer les lois. Moi, j'en suis convaincue sur certains points, mais pas que. Il faut aussi qu'on puisse un petit peu titiller certains ministères pour que des choses bougent à l'intérieur de leur ministère sans forcément passer par la loi. Et il y a des choses à faire dans les ministères pour les faire bouger d'une autre manière que tout le temps la loi. Alors, pour en revenir au sujet qui va vous occuper toute cette journée, eh bien, il faut savoir que la première loi relative au maintien des liens entre frères et sœurs eh bien, remonte un petit peu, puisqu'elle date à 1996. C'était une loi du 30 décembre et qui déjà pesait les bases de la relation entre frères et sœurs. Comme vous l'avez très justement dit, j'ai participé aux travaux de notre ancien ministre Adrien Taquet. Et donc, dans la loi d'il y a 2 ans, nous avons réaffirmé que le maintien des liens devait être préservé entre les frères et les sœurs. Mais une fois qu'on s'est dit ça, eh bien le plus dur reste à faire. Quand on voit aujourd'hui certains placements dans les hôtels, malgré les lois qui n'avancent pas, malheureusement, nous avons encore beaucoup de choses à faire. Et puis, ce maintien des liens entre fratries doit être une nécessité. Mais quel maintien des liens ? Comme vous le savez, certaines fratries sont aussi dysfonctionnantes. Quand on a des parents dysfonctionnants qui vous ont violé depuis votre plus tendre enfance, il y a tendance à avoir des répétitions entre frères et sœurs. Donc doit-on absolument les mettre ensemble ou doit-on trouver d'autres solutions tout en maintenant les liens ? Je pense que c'est tout l'enjeu de votre colloque aujourd'hui. Pour ma part, j'ai vu des dispositifs assez intéressants, parce que c'est aussi ça qui fait j'allais dire, l'attractivité de ma fonction, c'est de pouvoir aller voir aussi ce qui fonctionne, les bonnes idées. Et c'est vrai que quand j'ai vu notamment certains dispositifs portés par des villages d'enfants,
où on met dans le même village les fratries, mais pas forcément dans la même maison, ça permet de pouvoir adapter en fonction des difficultés de chaque enfant, parce que parfois, on n'a pas intérêt de les mettre dans la même maison. Mais par contre, on a toujours intérêt à ce qu'ils aient des liens, ou au moins qu'ils comprennent, et que ce soit eux qui décident après de rompre ces liens, mais en aucun cas l'institution qui doit rompre ces liens sans que l'enfant ne le veuille. Donc je pense que vous allez avoir effectivement un très beau colloque. Je ne pourrai pas rester avec vous toute la journée, je m'en excuse, mais j'ai ma collaboratrice qui restera bien entendu une partie de la journée avec vous, parce que c'est vraiment un enjeu. Maintenant, on l'a mis dans la loi, mais maintenant, il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin parce qu'il faut convaincre les juges, il faut convaincre les travailleurs sociaux, y compris les enquêteurs sociaux quand ils vont faire les enquêtes sociales. Et je pense que le plus dur est à venir, en fait. Le plus facile a été fait, c'est de le réaffirmer dans la loi. Maintenant, le plus dur, c'est à vous de le mettre en place. Et c'est dur à mettre en place parce que, comme je vous l'ai dit, chaque cas est unique. Chaque fratrie fonctionne d'une manière différente. Et donc, c'est le savoir-faire des professionnels qui va permettre de trouver la bonne solution pour ces fratries. Mais quand on a déjà plus de parents, un frère, une sœur, ben c'est parfois sa seule bouée pour se raccrocher. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin. Je ne serai pas plus long parce que vous avez une belle journée devant vous. En tout cas, sachez qu'à l'Assemblée nationale, mais vous avez des acteurs à votre écoute. Nous continuerons bien entendu les auditions au fur et à mesure. Si vous avez des difficultés, si la loi est mal faite, c'est aussi le moment de nous le dire. Vous êtes les plus proches du terrain. Il n'y a que vous qui êtes capable de nous dire ce qui manque, ce qui ne va pas. Et on ne peut pas se passer de vous, professionnels de terrain. Voilà pour moi. Je vous souhaite en tout cas un bon colloque et pour que toutes ces fratries puissent grandir et éviter tout le gâchis qu'on a à l'heure actuelle dans cette protection de l'enfance avec encore trop d'enfants qui n'arrivent pas à s'insérer à l'issue. Nous avons tous, pour moi, une responsabilité majeure. Nous préparons la génération de demain et cette génération, elle a besoin de vous, elle a besoin de nous aussi. Quand je dis nous, c'est tout notre pays, car chacun est responsable à un moment de détecter un enfant violent, un enfant battu, de détecter des parents violents. Et ça, bien entendu, c'est toute la société qui doit, j'allais dire, se mettre à l'écoute des enfants. Merci à tous. Bon colloque, bon travail. Merci pour ce que vous faites sur le terrain. Et on reste modestement à votre écoute, car les principaux acteurs, c'est vous. Merci. Merci Madame la députée. J'ai le plaisir d'accueillir maintenant Monsieur Bernard Durand, le président de la Fondation Droits d'Enfance. Madame la députée, présidente de la délégation parlementaire aux droits des enfants, Monsieur le défenseur des enfants, Mesdames, Messieurs les magistrats, Mesdames, Messieurs les responsables des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance, Mesdames, Messieurs, je voudrais d'abord vous remercier, chère Pyrène Goulet, d'avoir accepté d'ouvrir de nouveau cette journée organisée par Droits d'Enfance. En effet, vous aviez déjà introduit la journée que nous avions consacrée il y a 5 ans au thème de la fugue, espace de mise en danger. Depuis, vous êtes venus nous rencontrer et nous avons apprécié la qualité des échanges que nous avons eus avec vous. Comme beaucoup d'autres acteurs de la protection de l'enfance, nous savons que ce que vous dites ne sont pas des éléments de langage à l'instar de moult hommes politiques, mais que vos propos sont habités et correspondent bien à la force de votre engagement pour cette cause qui vous tient tant à cœur. Merci aussi à vous tous d'être si nombreux dans cet amphi pour partager notre réflexion sur une question importante pour ceux qui sont un jour soustraits à leur famille et risquent parfois d'être séparés de leurs frères et sœurs. Ce colloque s'inscrit comme la seconde étape d'un triptyque portant sur le travail avec les familles. Il suit une journée consacrée au placement à domicile qui s'était déroulée dans cette salle il y a 1 an. Et nous aurons un nouveau rendez-vous en 2025 sur une autre thématique toujours liée à la question du travail avec les familles. Droits d'enfance a une longue histoire dans la protection de l'enfance, puisque la MEX, la plus ancienne parmi celles que nous gérons, et qui était à l'origine à l'orphelinat, a conduit à une reconnaissance d'utilité publique en 1866. 1866.
Bien entendu, les pratiques ont évolué depuis, heureusement, et aujourd'hui, nous focalisons notre attention sur la continuité des parcours individuels et le travail avec les familles des enfants qui nous sont confiés. Une formule résume d'une certaine manière ce que nous nous efforçons de faire au quotidien, à savoir protéger les enfants, accompagner les familles. Cela veut dire qu'il ne s'agit pas simplement de proposer un placement, comme l'on disait il y a encore quelques décennies, mais de chercher des réponses personnalisées avec des interventions modulables et décloisonnées, portées par des professionnels formés et motivés, afin de répondre aux besoins réels de chaque enfant, sans oublier qu'il est également nécessaire de prendre en compte, autant que faire se peut, les difficultés des parents à assumer leur position parentale. Aujourd'hui, notre fondation gère une vingtaine d'établissements et services dans la région Île-de-France, auxquels il faut ajouter le numéro d'appel d'urgence 116 000 enfants disparus, dédié à la cause de la disparition des mineurs. Par ailleurs, notre fondation est le représentant officiel du service social international en France, qui accompagne les familles confrontées à des problèmes sociaux et juridiques dans une situation internationale. Parmi les modalités d'intervention prenant en compte l'ensemble du groupe familial, il y a le placement à domicile, avec ses paradoxes et ses conditions que nous avions étudiées l'an dernier. La pertinence de ne pas séparer des frères et sœurs constitue une nouvelle exigence, car le maintien ou non de ce lien fraternel peut faciliter ou au contraire obérer l'acquisition d'un sentiment de sécurité interne, vous l'avez dit, madame. La permanence de ce lien est constitutive de l'intérêt supérieur de l'enfant. Intérêt supérieur de l'enfant que la Convention internationale des droits de l'enfant, ratifiée par la France, nous appelle à préserver en toutes circonstances. Il a fallu attendre 1996, vous nous l'avez rappelé, pour que le principe de la non-séparation des frères et sœurs à l'occasion de l'admission dans les services de l'aide sociale à l'enfance soit inscrit dans le Code civil, puis la loi Taquet du 7 février 2022 sur la protection de l'enfance, pour que ce principe soit réaffirmé dans la loi, comme vous venez de nous le rappeler. Cela dit, de nombreux acteurs de la protection de l'enfance n'ont néanmoins pas attendu ces dispositions légales pour inscrire ce principe dans leur action. Une des premières MEX constitutives de droit d'enfance, à Elancourt, dans les Yvelines, était déjà repérée dans les années 70 comme un lieu qui savait accueillir les fratries et maintenir les liens entre frères et sœurs. Et d'ailleurs, un témoignage sur cet accueil sera apporté au cours de ce colloque et nous éclairera, je n'en doute pas, sur l'écart possible entre les intentions des professionnels de l'éducation et la réalité vécue par ceux qui sont directement concernés. Aujourd'hui, nous cherchons à développer de nouvelles formes d'accueil, vous en avez évoqué plusieurs, Madame Goulet, pour mieux répondre à ces besoins tels que les maisons d'accueil familiales, les MAF, où les éducateurs assurent des temps de présence qui sont très loin des temps hachés, souvent, qu'on constate dans les MEX. Cela ressemble à un accueil familial, si ce n'est qu'il s'agit de professionnels, salariés et motivés pour cette modalité de travail. Est-ce que cette question des liens fraternels est toujours prise en compte avec l'attention qu'elle mérite, a fortiori dans un contexte de décision qu'il faut parfois prendre sans délai? De nombreux frères et sœurs continuent pourtant d'être séparés après avoir été confiés à l'ASE, même si la loi précise qu'en cas de séparation d'une fratrie, le service de l'ASE doit motiver sa décision et en informer le juge des enfants dans un délai de 48 heures. Il reste que ce lien familial mérite néanmoins d'être interrogé, comme nous le verrons lors de la première table ronde de la journée. En effet, il ne faut pas oublier que le maintien du lien fraternel et l'intérêt supérieur de l'enfant peuvent parfois entrer en contradiction. De fait, il arrive que l'intérêt supérieur de l'enfant impose une autre décision et que la priorité soit justement de protéger un ou des enfants d'un frère aîné violent ou abuseur. Faut-il alors maintenir des liens que le législateur semble recommander? Et comment maintenir ces liens? Dans quelles conditions? C'est vraiment une question importante. Sur toutes ces questions, nous aurons des éclairages complémentaires grâce aux différents intervenants de cette journée. Philosophes, juges des enfants, professionnels de la protection de l'enfance, qu'ils soient du côté
des services de l'ASE ou acteurs du terrain, défenseurs des enfants, anciens bénéficiaires des services de l'aide sociale à l'enfance. Je vous remercie d'avoir accepté d'apporter, vous et tous les intervenants, votre expérience, de la partager, car c'est une question centrale et parfois négligée. Avant de laisser la place à la première table ronde, je tiens également à remercier ceux qui ont construit cette journée, et plus particulièrement parmi les acteurs du siège de droit d'enfance, Sandrine Pépi, Julien Landuro qui présentait la journée tout à l'heure, et Émilie Franco-Durand. Enfin, je remercie les Bataclowns d'avoir accepté de ponctuer cette journée de leurs interventions. Pour les avoir déjà vus à plusieurs reprises, je sais que c'est souvent ces moments ludiques qui aident à garder en mémoire le contenu des colloques qu'ils accompagnent. Je vous souhaite une bonne journée.